Grand dossier. Grand dossier. Un entretien au cœur de l'actualité nationale. Grand dossier. Grand dossier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Grand dossier de la Voix de Sel reçoit aujourd'hui le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Avec le ministre d'État, M. Mohamed Bazoum, il sera question des élections à venir, de la sécurité, de l'économie criminelle, de la décentralisation et de l'exercice des libertés publiques. Monsieur le ministre d'État, ce débat sera conduit par moi-même Aliou Ibrahim et également avec la participation de l'ensemble des correspondants de l'ORTN à l'intérieur du pays. Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre d'État, certains partis politiques critiquent le caractère non consensuel du code. Ce code électoral est-il adapté selon vous? Oui, très certainement. Ce code électoral, il faut vous en souvenir, avait été rédigé à l'issue de 2 séminaires organisés sous l'égide de la Commission électorale nationale indépendante et qui avait organisé les dernières élections de l'année 2016. Et ce, après plusieurs contacts internationaux à l'issue desquels, à la veille des élections de l'année 2016, justement, un certain nombre de constats avaient été faits sur notre code électoral où des lacunes avaient été repérées, notamment par les experts de l'OIF qui étaient venus faire un audit de notre fichier électoral, mais qui à l'occasion ont pu donner aussi leur point de vue sur des dispositions du code électoral qui déterminent d'ailleurs même certains aspects du fichier. C'était des séminaires parrainés par le NDI, le National Democratic Institute des États-Unis, et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et ces 2 séminaires se sont passés dans un cadre qui avait impliqué toutes les parties prenantes aux élections, toutes les structures intéressées aux questions électorales. Et le document de conclusion, les documents, dois-je dire, de conclusion ont servi de base à la rédaction du code électoral. J'avais mis en place un comité composé de personnes reconnues pour leurs compétences en la matière et qui avait fait une espèce de synthèse des différentes recommandations. Ça a été une manière de revisiter l'ancien code électoral et d'apporter les changements à tous les niveaux, des points où justement des lacunes ont pu être constatées. Il y avait une grande option qui avait été prise de toute façon, issue des recommandations de tous nos partenaires et issue de toutes nos résolutions, nous aussi, les partis politiques, qui consistait à demander 2 choses, principalement que nous ayons un fichier électoral biométrique. C'est un engagement qu'avait pris le président de la République, mais il l'avait fait suite à toutes les demandes qui avaient été adressées dans ce sens par les partis politiques, tous bords confondus. La deuxième chose, c'est que nous devrions nous mettre au niveau de tous les pays d'Afrique de l'Ouest avec qui nous partageons à peu près le même environnement politique, à savoir le fait de disposer d'une commission électorale nationale indépendante, mais à caractère pérenne, qui ne soit pas une commission qu'on mettrait en place de façon ad hoc à l'occasion seulement des élections. Ça, ce sont 2 grandes recommandations qui sont consacrées par notre code électoral. Et c'est là où se situent certainement les enjeux des débats qui ont cours aujourd'hui. À l'époque, vous vous souvenez, l'opposition était dans une posture très négative au lendemain des élections qu'elle venait de perdre dans les circonstances dont vous vous souvenez très certainement. Souvenez-vous que son mot d'ordre était de ne pas reconnaître les institutions issues de ces élections et elle avait même, on s'en souvient, demandé à ses députés de ne pas intégrer l'Assemblée nationale. C'est un peu sur la pointe de pied qu'après avoir séché les travaux de l'Assemblée nationale pendant plusieurs semaines que les députés étaient venus intégrer l'Assemblée nationale et prendre leur place. Bon, voilà son mot d'ordre qui avait fait en sorte que ses représentants, à elle seulement, n'avaient pas pris part à ces discussions-là. Mais tous les partenaires internationaux
tous qui sont intéressés aux questions électorales et qui ont l'habitude de nous assister, de nous soutenir, de nous accompagner et qui le feront même à l'avenir, étaient présents à ces discussions. Et les conclusions qui étaient issues de ces discussions sont des conclusions qui étaient l'expression de points de vue totalement majoritaires que l'opposition elle-même partage et qui procède de recommandations qu'elle-même elle a eu à faire à l'occasion de plusieurs de ces déclarations. Donc, si vous voulez, vu sous cet angle-là de la posture négative de l'opposition, on serait en droit de considérer que que le processus n'avait pas été assez intégrateur, mais ce n'est pas parce que nous l'avions voulu, c'est parce que eux, ils se sont mis dans cette posture-là et nous ne pouvons rien contre cela. Justement, Monsieur le ministre d'État, comment interpréter l'absence de ces partis politiques au sein de la Commission électorale nationale indépendante? Ça procède de leur volonté délibérée de ne pas y prendre part. Il y a derrière un calcul, ai-je besoin de vous le dire. Pour des gens qui ont perdu les élections, qui ont décidé de ne pas les reconnaître, de ne pas en reconnaître les résultats, qui pensent que si jamais ils devaient poser certains actes qui devaient consacrer leur reconnaissance des résultats de ces élections, c'est toute la légitimité de leur discours qui serait mise en cause et toute la légitimité de leur stratégie qui serait mise en cause. Pour des gens comme ça, je comprends qu'ils restent conséquents jusqu'aujourd'hui et qu'ils continuent cette politique de la chaise vide. Qu'est-ce qu'ils en attendent à la fin? Ils en attendent qu'un jour, il n'y ait pas ces institutions et ils développent d'autres stratégies dans ce sens, qui ne sont pas des stratégies qu'ils peuvent assumer ouvertement, dont ils peuvent dire les non-dits, les assumer. Mais voilà un peu, ils sont dans une logique confuse comme ça, mais qui ne leur rapportera rien. Serez-vous disposé à entamer des discussions politiques avec ces partis? Oui, tout à fait. Sur les questions électorales, nous leur avons dit, nous leur avons transmis ce message à travers le représentant spécial, l'envoyé spécial de la secrétaire générale de l'OIF, monsieur Robert Dossou, qui a eu jusqu'à 3 séjours ici dans notre pays. Lorsque nous les avons conviés, le Premier ministre, il y a de cela quelques mois, les avait conviés lorsque nous devrions mettre en place la CENI, et leur avait demandé de venir pour qu'ils nous disent les choses qu'ils aimeraient que nous fassions, pour qu'après ils prennent part au processus électoral. Ils nous ont envoyé un mémorandum dans lequel ils ont dit qu'ils veulent d'une conférence nationale qui va déboucher sur la mise en place d'un gouvernement transitoire et une administration qui va organiser des élections libres et démocratiques. Bon, nous leur avons dit que ça, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas faisable. C'était à cette occasion que je leur ai dit, ça là, ils peuvent l'avoir par une seule voie, par la voie d'un rapport de force politique, avec un soutien massif de la population, dans le sens de ce qu'eux, ils demandent. Ils en sont offusqués, ils m'en font le reproche. Mais pourquoi dois-je ne pas être franc avec eux? Je leur ai dit, c'est possible qu'ils aient ça, mais pas que nous leur servions, parce que tout simplement, eux, ils ont formulé ce vœu-là. Je leur ai dit, créer le rapport de force, c'est ce qu'ils ont tenté, à travers la société civile, à travers un certain nombre d'agissements qui n'ont pas porté. Mais ils doivent être réalistes, puisqu'ils ne sont pas en mesure de faire l'insurrection, qu'ils ne sont pas en mesure de bloquer le pays, qu'ils ne sont pas aussi représentatifs qu'ils le prétendent. Puisqu'ils ne peuvent pas faire tout ça, la politique exige un minimum de lucidité. Qu'ils se rendent compte du rapport de force et qu'ils demandent ce qu'ils peuvent obtenir. Et qu'ils demandent le maximum de choses qu'un parti politique d'opposition peut demander à un pouvoir, mais pas que ils décident de se suicider et qu'ils leur fassent la fleur d'aller au-devant de toute leur volonté fantaisiste. Monsieur le ministre d'État, avant de prendre le premier correspondant, je vous invite à suivre ce micro-trottoir dans lequel les Nigériens expriment leurs préoccupations. Bon, ma question serait celle de savoir aux questions sécuritaires. En tout cas, les Nigériens ne comprennent pas suffisamment. Et à chaque fois qu'il y a des attaques, nos voyantes
forces de défense et de sécurité et sur beaucoup de pertes. Est-ce qu'on est arrivé à examiner clairement pourquoi cet état de fait? Oui, ma question au ministre de l'Intérieur, c'est surtout concernant la CENI. Que compte-t-il faire pour résoudre le problème de la CENI afin qu'on ne parte aux élections vraiment avec, dans une situation vraiment acceptée de tous? Voilà ma question. Moi, la question que je dois poser au ministre de l'Intérieur, c'est pour lui demander que la patrie qu'on est là en train de les faire sur l'étendue du territoire, quels sont les objectifs qu'on a visés aux agents de force et de sécurité? Voilà, monsieur le ministre, vous avez déjà répondu à l'une des questions par rapport à la CENI et sur les pertes suivies par les FDS. Ils disent qu'il faut-il faire pour sauvegarder la vie de nos soldats. Donc ça veut dire que nous évoluons dans notre discussion, nous changeons de thème, hein, si j'ai bien compris, c'est le thème de la sécurité et vous voulez l'introduire. Ça c'est juste une parenthèse parce que nous allons revenir sur la question de Dosso par rapport au même chapitre que le premier chapitre. D'accord, monsieur Nassérien. Ok, d'accord. Pourquoi là nous venons d'avoir une grosse agression de Boko Haram sur Bilabirine, qui est un poste avancé, un poste militaire de reconnaissance, un PMR, à une trentaine de kilomètres de Ningimi, à la frontière avec le Tchad. Nous avons subi des pertes importantes puisque malheureusement 6 de nos soldats sont décédés, mais nous aussi, nos soldats en ont tué 6. Il avait fallu le lendemain pour que nous le découvrions. Nous avons découvert la fosse commune dans laquelle ils ont jeté 5 des cadavres de leurs hommes et une autre fosse dans laquelle il y avait une seule personne qui était enterrée. Évidemment, nous ne disons pas toujours les pertes de l'adversaire parce que nous ne sommes pas sûrs d'être exacts vu les conditions dans lesquelles un peu finissent les engagements. Mais tout de même, vous devez savoir qu'il est arrivé que nous ayons été victorieux. Ça avait surtout été le cas il y a de cela 8 mois dans le bassin de la Tchad, où nous avons tué plusieurs centaines des éléments de Boko Haram, sur lesquels nous n'avons pas cru devoir faire beaucoup de tapage. L'armée est très discrète, en particulier les forces armées nationales, dans le travail qu'elles font dans cette partie de notre pays. Mais je suis aussi d'accord qu'il est arrivé que, compte tenu de la façon dont l'adversaire intervient très souvent de nuit, à des heures où il constate un grand relâchement de la part de nos hommes, il nous fasse subir des pertes. Nous avons étudié tous les cas de figure des contextes dans lesquels justement les opérations ont lieu et nous avons essayé d'améliorer au maximum la réaction de nos forces de façon qu'elles soient à la hauteur des défis auxquels elles font face. Au total, vous aurez constaté que malgré la multiplicité des fronts sur lesquels nous sommes agressés et où nous opérons, malgré la récurrence constante des engagements que nous avons, malgré les pertes relatives que nous subissons, nous sommes restés maîtres du territoire de notre pays. Nous avons su entretenir un rapport de force qui nous est favorable et grâce à tout cela, nous avons aujourd'hui un contrôle total de notre territoire, un contrôle total de tout l'espace et nous avons garanti la libre circulation des biens et des personnes sur l'ensemble de notre territoire national. Compte tenu du caractère asymétrique du combat auquel nous faisons face, et qui n'est pas le fait d'une armée conventionnelle qui a des moyens identifiables à l'avance, qui peut avancer sur un terrain lui-même identifié, dont on peut prévoir le comportement, auquel on peut répondre de façon adéquate et simple, compte tenu du caractère totalement asymétrique donc, de ce combat. Il peut arriver que
nous ayons quelques moments d'infortune, mais je veux qu'on regarde les choses de façon globale, qu'on évalue le nombre de nos morts et qu'on le compare à celui de l'adversaire. La différence est très très grande. Nous avons fait beaucoup plus de victimes que nous n'en avons eu dans nos rangs. Nous avons eu un rapport de force beaucoup plus favorable. La preuve, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que nous ayons une maîtrise totale de notre pays, que nous n'ayons pas cédé un seul centimètre du territoire national et que surtout nulle part, même du côté de Bosso, du côté de Baroua, même presque dans le lit du lac Tchad, en tout cas les localités les plus excentrées, les populations circulent librement sans beaucoup de crainte parce qu'elles savent que l'armée est à côté, elles savent que les FDS sont à côté pour leur garantir leur sécurité. C'est sous cet angle surtout qu'il faut voir cette réalité-là. Monsieur le ministre d'État, nous allons prendre notre premier correspondant, c'est celui de Dosso. Oui, monsieur Ousmane Abdou, station régionale de Dosso. Monsieur le ministre d'État, bonjour. Le Niger ambitionne d'organiser les élections générales de 2021 avec un fichier biométrique. À quel stade se trouve son élaboration? Comme vous vous souvenez, au mois de novembre, nous avons mis en place la Commission électorale nationale indépendante. Elle a mis en place la direction de l'informatique et du fichier électoral biométrique. Les termes de référence pour l'appel d'offres aux opérateurs qui seront chargés d'élaborer le fichier électoral biométrique ont été déjà définis. Une annonce a été faite, publiée. Des candidats se sont annoncés. Un tri a été fait. Nous avons une shortlist des opérateurs qui a déjà été retenue. Je parle au nom de la CENI comme ça, parce que la CENI a déjà diffusé son programme en vérité et les Nigériens sont censés le connaître. Et d'ici le mois d'août, la CENI va choisir l'opérateur technique qui sera chargé de faire le fichier électoral biométrique. Voilà où nous en sommes. Donc le mois prochain, le nom de l'opérateur sera connu. Il y a déjà 6 à 7 opérateurs qui figurent sur la liste et les différents opérateurs vont, conformément au cahier des charges qui leur a été assigné, faire leurs propositions et la direction de l'informatique du fichier électoral biométrique qui va se donner les moyens de bien apprécier les différentes offres, tant du point de vue technique que du point de vue financier. La DIFEP, donc dis-je, aura à choisir un opérateur et cet opérateur aura une année pour faire le fichier électoral biométrique. Monsieur le ministre d'État, le Niger a-t-il les moyens d'élaborer et financer tout ce processus d'ici 2021? Oui, tout à fait, puisque nous avons le budget de l'année 2018 où nous avons déjà prévu 15 milliards que nous avons commencé à débloquer, qui sont en train de permettre notamment les audiences foraines pour la délivrance des pièces d'état civil aux citoyens. Ça, c'est quelque chose que la CENI a improvisé, enfin que la CENI nous a demandé de prendre en charge sans que nous l'ayons prévu. Mais le président de la République a aussitôt donné des instructions au ministre des Finances pour qu'il débloque les fonds que demande la CENI, comme ça, parce que nous nous sommes dit que si même ce n'était pas une activité que nous avions prévue et qui figurait de façon stricte dans l'ordre des choses qui sont absolument nécessaires pour faire le fichier et délivrer des cartes biométriques, même si donc ce n'était pas le cas, nous nous sommes dit que rien que de savoir que, comme le veut la CENI, de délivrer 6 millions d'actes de naissance, 1 million d'actes de décès, 1 million d'actes de mariage à des Nigériens, c'est un pas en avant. Si le coût devait être 2,7 milliards, ce n'est pas cher payé. Donc voilà, donc nous avons ces 15 milliards pour cette année. Nous allons donner les allocations nécessaires pour l'année 2019, les allocations pour l'année 2020 et les allocations pour 2021. Même si les élections devaient nous coûter 100 milliards de francs CFA, ce qui est tout à fait possible,
ce sera quelque chose de supportable. De toute façon, le président de la République a dit que nous allons financer intégralement nos élections. Si en cours de route, certains des partenaires sur tel ou tel aspect pensent qu'ils peuvent s'engager à nos côtés et nous accompagner, ce sera bien. Mais si ils devaient ne rien faire, je pense que nous serons prêts pour financer ces élections-là. Du moins, c'est cela la volonté du président de la République. C'est le pari qu'il a fait et je suis convaincu qu'il va le tenir. Monsieur le ministre d'État, nous allons changer de chapitre avec notre correspondant d'Ottawa. Allô Ali, bonjour. Bonjour. Ça va Aline? Oui, allez-y, vous avez en face de vous le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Bonjour monsieur le ministre d'État. Oui, bonjour madame. L'environnement immédiat de notre pays, monsieur le ministre, reste marqué par des situations sécuritaires très difficiles. Comment expliquez-vous la stabilité d'un jeu de notre pays malgré tout cela? C'est Absat Abouakar de Pitawa. Comment expliquer la stabilité d'un jeu de notre pays? Oui, ben voilà, c'est ce dont je vous ai parlé. La stabilité, elle tient à la gouvernance mise en œuvre par Monsieur le Président de la République, qui a toujours eu à cœur de prendre en charge très sérieusement les exigences de l'investissement qu'il faut au profit de la sécurité, d'une part, et aussi mettre en œuvre une gouvernance qui assure le consensus dont nous avons besoin pour que notre pays vive une situation de calme et de stabilité. Vous savez, nous avons une opposition qui a beaucoup de récriminations. Nous avons une société civile qui a été à un moment donné très bruyante, notamment dans ses récriminations contre ce qu'elle appelle la mauvaise gouvernance. Mais malgré tout, vous aurez constaté que tout cela n'a pas eu beaucoup d'écho auprès des populations, que ce soit à Niamey ou que ce soit dans les régions, même les plus éloignées, même les régions qui sont confrontées à l'insécurité générée par les situations qui prévalent à leurs frontières, comme c'est le cas en Libye, au Mali ou au Nigeria, pour ce qui concerne 3 des régions qui sont frontalières avec ces pays que je viens de citer. Cette gouvernance faite de sagesse, faite d'équilibre, qui est le fait d'un homme qui connaît bien le pays, qui le connaît dans ce recoin, qui sait quelles sont les aspirations de population, quels sont leurs besoins. Cette gouvernance, dis-je, a créé un contexte de paix et de calme, de convivialité, qui a été totalement indifférent aux récriminations et aux invites qui lui ont été faites par les acteurs qui se sont à un moment donné proposés de faire en sorte justement que le pays soit déstabilisé. Mais une fois qu'on a cette quiétude politique, cette quiétude sociale, vous savez, l'opposition nous moquait dans les années 2012 quand nous avons fait beaucoup de concessions aux travailleurs, quand nous avons triplé la masse salariale, quand nous avons inventé de nouveaux régimes indemnitaires, quand nous avons inventé de nouveaux régimes de primes au profit des fonctionnaires, quand nous avons fait en sorte qu'un cadre A1 puisse avoir 100 000 francs de plus dans son salaire à cause des mesures que nous avons prises, le président de la République faisait cela à l'époque parce qu'il se disait que ça va être une bonne provision pour la quiétude sociale. Et vous avez vu, hein, ce n'est pas les appels de pied qui ont manqué en direction des syndicats pour les engager dans des mouvements, mais ils sont restés insensibles simplement parce que, en effet, nous avons fait beaucoup de concessions de ce genre-là. Ça a été un peu le matelas de notre sécurité, de la stabilité et du calme social dont nous avions besoin pour faire face à nos vrais défis de l'année 2011, 2012, post-grosse perturbation liée à ce qui s'est passé en Libye. Et qu'est-ce qui reste une fois qu'on a garanti le calme?
dans les villes, dans les villages, une fois qu'on a garanti la convivialité entre les Nigériens, une fois qu'il n'y a pas des Nigériens qui se sont sentis en devoir de se battre, d'exprimer leur mécontentement pour des raisons liées au phénomène du régionalisme, du tribalisme, etc., etc. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à armer nos forces de défense et de sécurité, à leur donner les moyens pour qu'ils puissent faire face à la situation liée aux défis auxquels nous sommes confrontés, qui sont des défis nouveaux. Nous avons, vous voyez, un pays comme la Libye, qui est un pays où vous aviez des arsenaux importants, comme nul ne peut les imaginer, et qui ont été à la portée des individus. Et comme il n'y a plus d'État depuis 2011, ce sont des groupes qui se sont organisés, des groupes à caractère criminel, qui se sont emparés de ces armes et qui ont créé des filières de leur vente, de leur dissémination. Et nous sommes, à cet égard, du moins pour l'Afrique subsaharienne, le pays le plus voisin, pour ainsi dire, de la Libye, la porte d'entrée. Et c'est par nous que sont passées les armes qui ont alimenté la guerre au Mali, qui ont alimenté la guerre dans le bassin du lac Tchad. Lorsque vous devriez, sur la base d'une analyse de paramètres en place, faire des pronostics en fin 2011 pour savoir quel est le pays qui serait le plus affecté dans sa stabilité et dans sa sécurité par la situation de la Libye, vous répondriez le Niger, forcément. Mais si nous sommes un pays qui aura été si résilient, c'est parce que derrière, il y a eu une volonté sous-tendue par une vision du président de la République qui nous a mis à l'abri des effets qui nous a mis à l'abri de cette situation. Et ce n'est pas nous qui avons succombé, c'est d'autres pays qui l'ont été. Voilà, donc nous avons regardé nos forces de défense et de sécurité, nous avons multiplié le budget de la défense et des services de sécurité intérieure presque par 5. Nous avons doublé les effectifs de la garde nationale depuis 2011. Nous avons doublé les effectifs de la gendarmerie. Nous avons doublé les effectifs de la police. Nous avons procédé à des recrutements de 2000 soldats par an, quand avant nous n'en recrutions que 1000 seulement dans l'armée. Et nous avons assuré des équipements dont on n'a jamais vu l'équivalent. Jusqu'à une date très récente, un escadron de la garde, c'est toujours 1-2 véhicules, mais maintenant ça peut aller jusqu'à 5 véhicules, c'est 4 véhicules, c'est toujours des chiffres de cet ordre-là. Les armements que nous avons acquis et qui ont coûté beaucoup d'argent sont des armements dont nous ne disposions pas. Le président a d'abord dit qu'il faut que chaque soldat ait une arme. Ce n'était pas le cas à notre arrivée, avec des effectifs 2 fois inférieurs aux effectifs que nous avons aujourd'hui. C'est pareil pour la tenue, c'est pareil pour toutes les formes de besoins de nos forces de défense et de sécurité. Donc voilà un peu, madame, la raison que je puis vous donner pour expliquer cet état de fait. Monsieur le ministre d'État, il persiste toujours quelques poches d'insécurité à l'intérieur du pays. Quelle est la stratégie que vous allez engager, ou qui est déjà engagée pour juguler cette situation? Est-ce qu'il persiste quelques poches d'insécurité et la formule adéquate? C'est pire que ça, malheureusement. Nous avons une situation de vraie difficulté dans certaines parties de notre territoire. C'est notamment le cas à la frontière du Mali, de ce côté de Abala, Filengue, Nord-Tilaberi, voilà, Bani Bangou. C'est de plus en plus le cas du côté de Torodi aussi, parce que les mouvements terroristes ont essaimé, on leur a porté des coups dans certaines parties du territoire malien grâce à nos engagements avec nos partenaires internationaux et notamment la force Barkhane de la France. Et ils ont eu tendance à se déplacer, à créer beaucoup de foyers. Et nous assistons à une recrudescence plutôt. Vraiment, je vais être honnête, nous ne sommes pas seulement
dans une situation où nous faisons face à des résidus. Nous faisons face à des groupes qui essaient d'occuper encore plus d'espace. Mais nous les traitons avec conséquence. Pas plus tard qu'hier, 3 terroristes présumés importants ont été arrêtés à la frontière avec le Burkina. Nous avons engagé des opérations. Nous avons l'opération Chara de l'armée du côté de la région du Tilia, frontière du Mali. Vous avez l'opération Dongo ici, dont la base est Tuloa, c'est dans le département de Bani-Bangou. Nous avons une autre opération un peu plus ad hoc du côté de Torodi que nous appelons Saki. Nous avons l'opération G5 Sahel du côté de Bankilari. Vous voyez, tout ce axe-là, nous l'avons couvert par des opérations comme ça, qui ont leur dynamisme propre, qui ont leurs objectifs et qui essayent donc de répondre adéquatement aux exigences de la situation, aux défis qu'elle commande. C'est pareil pour le lieu du lac Tchad. Nous sommes à la fin de l'année dernière entrés très en profondeur dans le lit du lac Tchad, du côté de Guédira et plus loin. Aujourd'hui, nous sommes engagés avec le Nigeria et le Tchad dans une entreprise de sécurisation de toutes les localités du Nigeria le long de la Komadougou, au-delà de Malanfoteri, plus à l'est, plus au nord-est. Voilà, si vous voulez, de façon ponctuelle, à chaque fois que nous avons un problème, la façon dont nous lui répondons. Monsieur le ministre, nous allons partir à Difa. Monsieur le ministre d'État, bonjour. James Didé, station régionale de Difa. Monsieur le ministre d'État, la bataille de la sécurité n'est pas seulement militaire aujourd'hui, elle est aussi économique. En termes de projets de développement à ce niveau, qu'est-ce qui a été fait pour appuyer le volet militaire? Merci, monsieur le ministre d'État. Qu'est-ce qui a été fait pour appuyer? Pour appuyer le volet militaire, en termes d'action de développement. Oui, je ne sais pas de quelle région il parle, mais je suppose qu'il parle de la région de Difa. Je voudrais lui répondre en lui disant que à Difa, nous avons une situation sécuritaire qui ne permet pas pour le moment, malheureusement, d'envisager de grandes actions de développement, des investissements qui vont dans le sens du développement de ce que les gens des Nations Unies appellent le relèvement de cette région, parce que l'urgence est de type humanitaire. Et de ce point de vue, grâce au concours de nos partenaires et à nos efforts nous-mêmes, nous faisons des choses qui sont remarquables à Difa. Les ONG internationales, le système des Nations Unies, le système humanitaire de façon générale, l'État du Niger, lorsque vous mettez ensemble tout ce qui est fait comme effort à Difa, en particulier dans les régions qui sont affectées par le terrorisme et où vous avez le plus de personnes déplacées, nous avons créé les conditions d'une qualité de vie, on peut le dire malheureusement, un peu même supérieure à la norme du Niger. Et ce qu'il faut craindre, c'est que les populations ne s'habituent un peu à cette assistance et aux accommodements qui sont rattachés pour que demain nous ayons des difficultés à leur demander de retourner dans leur terroir. C'est ça le défi aujourd'hui. Donc il y a une bonne prise en charge humanitaire. Quand je me dis que dans la région de Difa, plus personne ne fait de la cuisine avec du bois de chauffe, c'est une grande avancée. Le système mis en place grâce au concours d'un certain nombre de nos partenaires internationaux a permis de faire en sorte que tous les foyers soient dotés de moyens d'utiliser le gaz à butane. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un grand progrès dans un contexte un peu dramatique, mais quand même une grande évolution. Et sur le plan de la distribution des vivres, sur le plan de l'accès à un certain nombre de services sociaux, notamment dans le domaine sanitaire, etc., nous avons une situation qui est reconnue comme étant
la meilleure de tous les pays où s'est vu Boko Haram, et dans le camp des déplacés, et dans le camp des réfugiés. Il y a une prise en charge sociale qui est très importante et qui n'est pas comparable à celle qui prévaut dans les autres pays. Voilà. Mais évidemment, nous travaillons à stabiliser la situation. Et moi, je commençais à poser un certain nombre d'actes de nature à faire évoluer les esprits vers une situation qui se normalise. Nous avons, lors de mon dernier séjour là-bas, j'avais pris la décision de l'ouverture de tous les marchés qui étaient fermés. Je veux à travers cela que les populations comprennent que la situation est en train de se normaliser. Il faut que psychologiquement les gens sortent un peu de la situation de l'état d'urgence, des contraintes imposées par la guerre, et que donc nous évoluons vers une situation qui se normalise. Et avec nos partenaires, nous avons au niveau du ministère du Plan et des autres ministères techniques sectoriels, nous avons des projets très importants, des projets d'investissement dans le redressement, dans le développement de cette région. Nous avons à cœur de normaliser la situation, de ramener les populations dans leurs villages et de permettre justement que toutes ces mesures de développement soient mises en œuvre. Après Difa, nous allons partir à Tel Aviv, monsieur le ministre d'État. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Ravi de vous recevoir pour ce numéro. Oui, Jibril, allez-y. Voilà, monsieur le ministre d'État, dans le domaine de la défense, on parle de mutualisation des forces. Qu'en est-il du domaine sécuritaire? La mutualisation des forces dans le domaine sécuritaire, qui est difficilement distinguable ou distinguible, je ne sais trop comment on le dirait en français, qu'on distinguerait difficilement du domaine de la défense, c'est surtout les renseignements. Et dans ce domaine, plus qu'ailleurs, justement, cette règle de la mutualisation joue. Nous sommes en relation, en connexion presque, avec beaucoup de partenaires, avec bien des partenaires que sont aussi notamment les grandes puissances. Nous avons un réseau d'informations qui nous permet d'accéder les uns aux informations que détiennent les autres. Quand les Américains, les Français, les autres partenaires internationaux ont une information dans le domaine sécuritaire, ils l'échangent à travers des mécanismes beaucoup plus huilés qu'ailleurs. Et voilà surtout le domaine dans lequel justement la mutualisation s'est faite. Monsieur le ministre, nous allons partir cette fois-ci à Agadez. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre d'État, on sait que depuis des années, que le Niger est particulièrement Agadez, du fait notamment de sa position géographique est une zone de transit de trafic de genre. Et cette situation s'est accentuée avec le développement de la migration irrégulière, ce qui a fait naître une forme d'insécurité dans cette partie du Niger. Alors, monsieur le ministre d'État, quelles sont les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour combattre cette nouvelle forme d'insécurité? Je parle de migration et de trafic de drogue. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement pour combattre ce fléau contre les trafiquants d'êtres humains et de drogue? D'accord, ok. Oui, en effet, le fait qu'il n'y ait plus d'État en Libye a favorisé un certain nombre de trafics. Il a favorisé le trafic des armes, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y avait d'abord les arsenaux de l'ancien régime qui étaient tout simplement impressionnants, qui étaient très importants. Et qui sont devenus disponibles accessibles à tout le monde déjà, mais après, c'est un pays qui connaît une guerre civile. Et vous savez, où vous avez beaucoup d'interférences internationales, vous avez beaucoup de pays riches qui soutiennent
telle ou telle partie en Libye et qui sont très généreuses lorsqu'il s'agit de déverser des armes. Ça fait que aujourd'hui, on a une disponibilité des armes qui est constante en Libye. Même si les arsenaux de l'ancien régime se sont épuisés, les armes en circulation en ce moment sont d'un ordre de quantité aussi élevé que lorsque on avait eu accès aux arsenaux de Gaddafi. C'est ce qu'il faut retenir déjà. Donc, trafic des armes. Vous avez des réseaux. Le commerce des armes est un commerce extrêmement lucratif, comme le commerce de la drogue. De surcroît, malheureusement, vous avez la monnaie de la Libye qui a perdu à peu près 5 fois sa valeur. Le dinar libyen. Le dinar libyen. Et tout produit qui est acheté en Libye est acheté à 4 sous. Lorsque vous devez l'exporter, surtout quand c'est une arme, ça prend beaucoup de valeur. Et c'est devenu, pour cette raison supplémentaire, une activité d'autant plus rentable. Vous avez aussi le trafic de la drogue. C'est un pays où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de contrôle. Et les réseaux sont interconnectés. La drogue, on le sait, elle vient de l'Ouest. Et elle traverse le Sahara. Sa destination, c'est l'Égypte. Après l'Égypte, la drogue est déversée sur l'Europe pour partie et pour partie sur l'Asie. Le Sahara était un obstacle naturel, j'ai l'habitude de le dire, par sa configuration, lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de le traverser. Mais avec l'invention de certaines technologies, la Toyota, qui est un produit de la technologie qui a totalement démystifié le Sahara, qui en a démystifié le sable, qui en a démystifié la rocaille. Et vous avez le GPS qui vous permet de vous orienter. Il est difficile de s'orienter dans le désert. Mais si vous avez le GPS, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire de nuit. Et vous avez des espaces très longs, rien qu'au Niger, le Ténéré du Niger. Vous pouvez quitter, dès que vous sortez de l'Aïr et que vous allez vers Bilma, vous pouvez rouler de nuit, sans phare. Parce qu'il n'y a aucun obstacle si vous avez le GPS. Et vous pouvez rouler très fort. Moi-même, personnellement, je roulais à 140 à l'heure entre Sigidine et Dirkou. En plein désert. En plein désert. Donc, vous voyez, quelqu'un qui transporte de la drogue, il peut rouler peut-être même à 180 et plus. Et vous pouvez le faire même de nuit, sans besoin d'autre chose que de l'appareil que vous auriez dans la voiture. Vous avez le téléphone Touraya qui fonctionne au moyen de satellite et vous pouvez donc à tout moment savoir où est votre partenaire, et ainsi de suite. Vous voyez, le Sahara a été démystifié et j'ai l'habitude de dire que le Sahara est devenu une passoire. Puisque les criminels l'ont compris, ils évitent les villes, toutes les voies de passage qui étaient obligatoires naguère pour traverser le Sahara plus facilement. Et donc, ce qui était un atout pour nous, pour notre sécurité, est devenu un facteur de notre vulnérabilité maintenant. Et c'est des espaces, comme vous le savez, qui sont très vastes. Le Niger, vous voyez, nous, jusqu'à une date récente, nous avons quelques soldats là-bas. Une seule compagnie, en tout cas, même pas tout à fait un vrai bataillon, à Dirkou, avec quelques éléments avancés, à Daotimi, puis là-bas, au fin fond, à Madama, pour un territoire de presque 400 000 km². Quand vous prenez Agadez de façon générale, c'est plus de 600 000 km², c'est plus de la moitié du territoire du Niger. Et regardez notre présence, vous voyez les points où nous avons notre armée, où nous avons notre police, notre gendarmerie, toutes nos forces de défense et de sécurité, c'est totalement dérisoire. Et donc, aujourd'hui, il faut lutter contre les différents trafics. J'ai cité par conséquent le trafic des armes, le trafic de la drogue, toute la drogue qui est destinée à l'Europe et à l'Asie passe par le désert du Sahara. Jusqu'ici, ce n'était pas le cas. Et enfin, vous avez le trafic des migrants. Pourquoi nous parlons du trafic des migrants? Au nombre des trafics dont la dangerosité n'est pas totalement différente, pour la raison que tous les trafics sont interconnectés. Lorsque on transporte des migrants, qu'on les amène au sud de la Libye, on ramène forcément des armes. Le véhicule ne revient pas vide. Et vous ne pouvez pas lutter contre le trafic des armes sans lutter contre le trafic des migrants.
il y a ce lien, le jeune homme qui s'aguerrit dans l'évitement des postes de contrôle sur notre territoire et à notre frontière avec la Libye, qui connaît le terrain, qui connaît le chemin. Lorsqu'il emporte avec lui, lorsqu'il transporte des migrants, ce jeune homme-là utilise ces mêmes atouts pour revenir avec des armes et les déverser sur notre territoire ou en inonder les différentes guerres qui sont à nos frontières. C'est ce même jeune homme-là, lorsqu'il devient si performant, qui est prisé par les trafiquants de la drogue, parce qu'il est reconnu, il s'est fait une réputation. Les réseaux, je vous ai dit, sont interconnectés, s'échangent des informations, connaissent les individus, connaissent les personnes, même à titre individuel justement, et celui qui devient un passeur de la drogue. Et il est né aussi une autre économie à côté de l'économie liée au passage de la drogue. Nous avons constaté le développement d'un autre phénomène qui est celui de l'interception de la drogue. Sur tous les axes du transport de la drogue, depuis l'entrée ouest de notre territoire jusqu'à la sortie au nord et au nord-est, vous avez des bandes de jeunes Nigériens et de ressortissants d'autres nationalités qui ont développé une vocation qui consiste à intercepter les passages de la drogue et qui négocient justement les engagements. Vous pouvez, quand la drogue passe, décider de l'attaquer, vous pouvez l'arracher. Et quand vous en devenez possesseur, quand vous en devenez maître, elle vous appartient, c'est à vous de négocier avec ceux qui doivent la recevoir à l'autre bout et à tous ceux qui vont pouvoir vous intercepter sur la route. Et donc, par conséquent, nous faisons face à beaucoup d'acteurs qui se financent par la drogue. La drogue, je vous ai dit, comme les armes, génère beaucoup d'argent. Le trafic des migrants en soi ne génère pas beaucoup de ressources. C'est vraiment la séquence départ, c'est un peu le trafic des pauvres, de ceux qui vont développer par la suite des ambitions. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats obtenus par vos différentes structures de lutte contre la drogue? Oui, bien sûr. Contre la drogue, est-ce que nous sommes satisfaits? Nous venons de faire une grande prise ici et qui nous donne beaucoup de satisfaction et qui m'a donné l'occasion de rendre hommage à l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants, l'OCRTIS, qui est la structure chargée de lutter justement contre le trafic de la drogue dans notre pays. Mais au regard des quantités qui traversent notre territoire, nous sommes loin d'avoir réalisé les performances que nous devons pouvoir escompter, que moi j'escompte, que moi j'envisage. Je suis très satisfait, je l'ai dit, j'ai rendu hommage à l'OCRTIS, j'ai rendu hommage à la police, mais nous avons encore beaucoup de défis parce que, je voulais expliquer, notre espace se présente de telle façon justement qu'il est désormais favorable au passage de la drogue. Si par ailleurs vous devez tenir compte du fait que nous sommes juste à la frontière avec un pays où il n'y a pas un État, mais où il y a beaucoup d'argent et où tous les criminels ont leur base, à savoir le sud de la Libye, vous comprenez aisément que nous ayons beaucoup de défis devant nous aujourd'hui encore. Monsieur le ministre d'État, nous allons partir à Zender. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Maman Laolichulu, journaliste ORTN Zender. Monsieur le ministre, l'autre phénomène qui se développe ces derniers temps dans notre pays, c'est la migration. Le Niger est devenu un pays de transit. Monsieur le ministre d'État, quelle compréhension avez-vous de ces morts dans le désert et dans la Méditerranée? Merci. Quelle est votre lecture de ces morts qu'on diffuse sur les médias dans le désert et dans la mer Méditerranée? Bon, d'abord, nous sommes un pays de transit, c'est vrai, puisque la migration en direction de l'Europe, elle ne concerne pas les Nigériens. Vous avez très rarement des Nigériens qui quittent leur village pour se proposer d'aller en Europe, traverser le désert du Sahara, puis traverser la Méditerranée pour aller en Italie ou ailleurs en Europe en tout cas. Mais nous sommes aussi un pays de départ
toujours dans la migration vers le nord. Et puisque votre correspondant parle de la région des Indères, nous sommes un pays de départ d'une forme de migration tout à fait scandaleuse de femmes et d'enfants à partir de la région des Indères, en particulier du département de Kantié vers l'Algérie. Ça, c'est un vrai fléau. Il faut que les Nigériens le sachent. Le gouvernement algérien a pris des mesures draconiennes et nous ont ramené plusieurs milliers de Nigériens et d'autres Africains. Mais parmi les Nigériens, vous avez en plus grande quantité des femmes et des enfants qui sont partis du département de Kantié et d'autres départements environnants. Ça, c'est une réalité de notre migration contre laquelle nous avons pris des mesures, mais qui n'ont pas été aussi performantes que nous l'aurions souhaité. Moi, je suis toujours gêné de voir le nombre de femmes et d'enfants qui sont retournés d'Algérie. Et je dis à mes collaborateurs de la police, de la garde et de la gendarmerie, ça veut tout simplement dire que nous avons des réseaux sur lesquels nous n'avons pas eu beaucoup de prise jusqu'à présent. Je l'ai dit récemment aux autorités d'Arlit, au maire d'Arlit, au préfet d'Arlit et à leurs collaborateurs. Il y a ça, il faut que nous en parlions. Il ne faut pas que nous parlions seulement des autres qui traversent notre pays. Maintenant, vous avez tous les autres. Ils ont été à un moment donné extrêmement nombreux, surtout à partir de 2012. 2012, 2013, 2014, 2015, vous avez eu des milliers de jeunes Africains de l'Ouest qui ont traversé le territoire du Niger et qui se sont rendus en Libye. Vous avez des stocks qui sont malheureusement très nombreux aujourd'hui encore en Libye. Vous en avez qui sont passés, mais vous en avez encore de nombreux qui sont retenus en Libye dans les conditions qui ont été décrites par les médias et dont vous vous souvenez très certainement. Et vous avez beaucoup de morts. Rien que la semaine passée, vous avez eu les chiffres, plusieurs centaines de morts en une semaine seulement. Vous avez des régimes de plus en plus réfractaires à l'accueil qui a jusqu'à présent été réservé à ces migrants dans les pays immédiatement voisins de la Libye, de l'autre côté de la Méditerranée. Ça veut dire que le problème continue de toute façon pour ces migrants. Nous avons pris des mesures pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Nous avons pris des engagements, c'est vrai, avec nos partenaires de l'Union européenne depuis la conférence de La Valette qui a eu lieu au mois de novembre 2015 à Malte. Mais nous, notre lutte contre la migration des Africains, contre la migration des personnes, contre le trafic illicite des migrants, elle repose d'abord sur cette raison sécuritaire que j'ai indiquée tout à l'heure. Parce que personne ne peut nous convaincre que les véhicules qui transportent les migrants sont des véhicules qui ramènent du sucre ou du café. Ils ramènent des armes, nous le savons, nous en avons des preuves. Et donc, par conséquent, c'est légitime que nous luttions contre la migration. Nous avons aussi d'autres raisons, souvent évoquées par M. le Président de la République, des raisons tout simplement morales, parce que vous en avez qui meurent dans le désert, justement. Moi, j'ai rencontré des migrants que la garde nationale a sauvés à Sigidine. Je les ai vus dans un état incroyable. Et donc, par conséquent, de le voir dans cet état commande précisément que nous disions que nous avons un devoir à leur égard de les dissuader de continuer. Vraiment. Nous avons vu aussi des Nigériens qui sont revenus de Libye, qui ont été maltraités dans les camps dont parlent les médias occidentaux. J'ai vu un jeune Nigérien de la région de Bagaroua qui a été retenu comme un otage en Libye, que ses parents, à qui ses parents ont envoyé $1000, 500 000 de francs CFA pour qu'il soit libéré. Je l'ai rencontré à Sigidine. Il portait deux marques de feu. Un H écrit sur son front et puis un H inversé écrit sur sa joue gauche. Ça, ce sont des conditions auxquelles vous ne pouvez pas accepter que des jeunes Africains soient livrés. Et si vous avez la capacité de faire en sorte que vous les dissuadiez, vous le faites nécessairement. Et donc, évidemment, pour répondre à votre correspondant, nous déplorons cette volonté effrénée de certains Africains de vouloir à tout prix aller en Europe parce qu'ils pensent qu'il y a le bonheur à l'issue de ce voyage. Je voudrais leur dire que ce n'est pas vrai, il n'y a aucun bonheur à cela. C'est des difficultés en cours de route qui ne sont même pas concevables, mais aussi une situation de toute façon qui est désormais bien prise en charge et qui ne vous permet absolument rien. Et notre devoir de dirigeants africains, c'est de le dire aux jeunes.
pour qu'ils renoncent à ce voyage. Et ce qui fait mal, ce qui fait d'autant plus mal, je peux vous le dire, c'est que sur ces migrants, parfois les criminels qui les amènent prennent beaucoup d'argent. Je vais vous raconter une anecdote de trafic de migrants camerounais qui sont transportés par des jeunes Nigériens. Et ils vont après Arlit, à un moment donné, ils s'arrêtent, ils leur disent que le véhicule est en panne. Ils les laissent là, ils font semblant d'aller pour réparer le véhicule, revenir les prendre et continuer leur chemin. Ils s'enturbannent et ils viennent, ils leur font la poche. Ils leur extorquent beaucoup d'argent, des millions sur chacun d'entre eux. Vous vous demandez alors, puisqu'il a tant d'argent, où va-t-il au juste? Pourquoi peut-il penser qu'en quittant le Cameroun avec des sommes aussi importantes, il puisse s'assurer un bonheur ailleurs? Je crois que son bonheur, c'est au Cameroun, avec ses moyens qu'il a. Moi, je veux vous dire, si les Nigériens avaient l'argent qu'ont certains des migrants qui vont vers l'Europe, ils se croiraient riches dans leur village. Et comme quoi, vous voyez, c'est totalement relatif, cette volonté d'aller ailleurs et penser avoir son bonheur, elle peut ne pas être tout simplement réaliste, ni même rationnelle à un moment donné. Monsieur le ministre, nous allons changer de chapitre avec la question de la correspondante de Niamey. Monsieur le ministre d'État, bonjour. Zainab Bourmey, station régionale de Niamey. Monsieur le ministre, il vous est reproché par certains acteurs de la société civile de violer les libertés publiques. Est-ce vrai? Je sais de quoi vous parlez. Je recuse cela. Je suis d'autant plus à l'aise que ils le savent bien. Je tout fais pour qu'il n'ait jamais ce prétexte de porter à notre encontre de telles accusations. Nous avons adopté de façon souveraine, dans le cadre du mécanisme de fonctionnement de nos institutions, une loi de finances et qui était l'expression de notre part, de notre volonté d'assurer à notre pays les ressources financières dont il a besoin pour faire face aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Cette loi de finances, vous le savez bien, n'a pas eu pour effet de diminuer en quoi que ce soit le traitement des fonctionnaires que vous êtes, ni sur vos indemnités, ni sur vos primes, ni sur votre salaire de base. Elle n'a pas eu pour effet, pour vous qui prenez du carburant à la station, d'augmenter le prix de l'essence à la station, pas davantage. Les taux de TVA qui ont été augmentés ou qui ont été conçus n'est affecté de produits de première nécessité dans l'alimentation, dans la vie de tous les jours des citoyens. Mais un groupe de nos citoyens a considéré que cette loi des finances contenait des mesures qui sont injustes, ce qui est son droit. Ce qui est leur droit, ces groupes-là. Ils ont décidé de la contester, ce qui est tout aussi leur droit. Et ils ont décidé de le faire à travers des marches. J'ai dit que c'est leur droit, là également, et j'ai donné des consignes très claires à la mairie de Niamey d'autoriser toutes les marches. À un moment donné, ils ont voulu marcher, et ça, c'est depuis l'année passée, même les jours ouvrables. Je trouvais que nous avons une bonne tradition au Niger. C'est les samedis et dimanches qui sont vraiment réservés à nos marches. Organisons nos marches les samedis et les dimanches, nos meetings. C'est notre tradition, celle-là. Les jours ouvrables, c'est vrai, je comprends leur volonté, c'est d'intéresser les élèves, c'est de grossir leur rang par les élèves. Mais si leur marche à eux devait affecter la scolarité des enfants, je pense qu'on change un peu de logique. Donc là, j'ai été strict, j'ai dit, il n'y aura de marche que les jours ouvrables. Et à l'occasion de la contestation de cette loi des finances, ils ont commencé les marches depuis le mois de décembre. Ils en ont organisé autant de fois qu'ils l'ont voulu, ici comme ailleurs. Et puis, à un moment donné, il y a un groupe de petits partis de rien du tout qui a décidé de faire un sitting à la place de la concertation. Nous nous sommes dit, qu'est-ce que c'est que peut-être ils se sont trompés de mots, ils ont écrit sitting, je ne sais pas, c'est mal écrit en anglais, mais on s'est dit qu'ils ont mis un M à la place, un S à la place d'un M, on leur permet ça. Ok. Alors, ils organisent leur affaire à la place Toumo, et puis bon, ça devait durer toute la nuit. Ils ont dit toute la journée, on a dit bon, puisque c'est toute la journée, ils ont dit la journée. Bon, ils n'ont pas défini de plage horaire. La police a dit bon, on va les laisser jusqu'à minuit.
puisque c'est la journée, ils ont mis un podium, ils ont amené des marmites, et puis bon, ils étaient quand même un nombre totalement ridicule, comme il se doit, vu que c'était eux qui devaient faire ça. Et puis le soir, il y a d'autres acteurs, cette fois-ci des vrais partis politiques, qui ont compris l'avantage qu'ils peuvent tirer d'avoir un podium et de venir faire de l'agitation sur la rue. Et donc ça s'est animé à partir de la nuit, ça s'est animé. Et à minuit, bon, c'était l'heure quand même, la police a dû intervenir et procéder à des arrestations. Qu'est-ce qu'on découvre? Un ou deux pauvres militants des partis en question, qui n'ont personne de toute façon, on le sait, mais des militants des vrais partis, cette fois-ci de l'opposition, qui eux ont trouvé là un créneau. Alors donc ils communiquent ça à la société civile, ils lui disent, bon, nous avons fait une bonne expérience, au fond, c'est bon de faire les manifestations qui durent. Et on installe des podiums, et on fait beaucoup de vacarme, et puis quand c'est la nuit, c'est l'obscurité, évidemment que, puisque la tentation de refaire Ouagadougou 2014 est toujours là, nous pouvons nous aussi faire Ouagadougou. Ils sont passés par Actis, une ONG obscure que personne ne connaissait. Ils avaient décidé ce jour-là, le 29 octobre de l'année dernière, tenter de brûler l'Assemblée nationale. La police a pu les contenir, ils ont brûlé une partie de l'Assemblée nationale, il faut que les citoyens le sachent. Nous avons arrêté les auteurs, la justice les a libérés, ce qui est tout à fait surréaliste quand même. Et bon voilà, maintenant notre société civile qui a fait beaucoup de marches et qui s'est lassée de faire de marches, qui a par la suite commencé à tenir ses réunions avec les partis politiques, évidemment qui promettaient depuis toujours de marcher sur la présidence de la République, les militants de l'opposition qui viennent à leur marche, que nous connaissons bien, que nous avons bien identifiés, dont nous connaissons la volonté, dont nous connaissons les mots d'ordre, dont nous connaissons les programmes, dont nous connaissons les objectifs, ces militants-là se sont commencés à leur dire que nous sommes lassés de ces marches-là. À chaque fois, vous nous faites venir ici, vous nous dites qu'on va avancer, vous nous dites de venir prêts, ils viennent prêts, et puis bon, ça ne donne lieu à rien, donc on fait des discours, ils ont trouvé que c'est du bavardage. Vers la fin, ils leur ont dit, écoutez, nous sommes fatigués de ces palabres-là, vous nous invitez, puis on ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'ils devaient faire aujourd'hui? C'est quoi rien, en l'occurrence? N'est-ce pas à un meeting qu'ils les ont invités, à une marche? N'ont-ils pas fait leur marche et leur meeting? Pourquoi considèrent-ils que c'est rien? Ce rien-là, nous savons pourquoi ils le disent. Ils l'évaluent à ce qui n'est pas dit, à ce qui était l'intention, qui n'a jamais été formulée, qui n'a jamais été exprimée, et qu'on devait pouvoir exprimer à travers une manifestation de nuit. La mairie leur a dit, je ne peux pas assurer votre sécurité de nuit, donc j'interdis la marche. Qu'est-ce qu'ils auraient à faire? C'est de saisir la justice pour demander si la mairie a raison d'interdire cette marche. Mais eux, ils pensent qu'ils avaient eu une bonne occasion d'en découdre avec le régime, puisqu'ils estiment qu'ils ont chauffé suffisamment à blanc leurs militants et qu'ils sont désormais prêts à faire ce qu'ils se sont toujours proposés de faire. Ils ont décidé de passer outre à l'interdiction qui leur a été faite par la mairie. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 25 mars. Voilà pourquoi, depuis ce jour-là, sur ce thème-là de la contestation de la loi des finances, nous avons décidé que peut-être qu'on a assez marché comme ça. On a assez contesté. Monsieur le ministre, pendant une question de Niamey, c'est juste une Monsieur le ministre d'État, qui peut manifester sur le territoire nigérien? Je vous remercie. Qui peut manifester sur le territoire nigérien? Tout le monde peut manifester et les manifestations ont cours sur le territoire nigérien. La société civile, je vous informe, a continué à manifester à Tawa, à Zender et à Maradi, même après le 25 mars, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le même problème qu'ici. Et de toute façon, cet épisode, il est passé désormais et les choses vont se normaliser progressivement et quiconque voudra marcher pour exprimer son mécontentement le fera à sa guise comme par le passé. Cet épisode-là, il est dépassé désormais. Nous avons réglé nos comptes les uns et les autres. Ceux qui sont forts ont démontré qu'ils étaient forts. Grand bien leur en a fait, j'imagine. Ils ont pu évaluer leur force. À partir de maintenant, tout le monde sait quelle est sa force. Tout le monde sait ce que c'est que la loi et tout le monde sait qu'on doit respecter la loi
tout le monde a appris sa leçon. Il n'y a plus de crainte de dérapage. Monsieur le ministre d'État, nous allons prendre la dernière question de nos correspondants. Elle nous vient de Maradi. Monsieur le ministre d'État, bonjour. C'est Asma Tijani de la station régionale Maradi. La décentralisation est un sujet d'actualité, monsieur le ministre. Des voix s'élèvent pour réclamer le départ de tous les maires en activité et leur remplacement par des administrateurs délégués. Cette proposition est-elle envisageable? Merci. Non, elle n'est pas envisageable parce que notre option de la décentralisation est une option bien assumée, stratégique d'abord, mais assumée de façon conséquente par le président de la République et toutes les instructions qu'il a données vont dans ce sens. Les engagements que nous avons annoncés en procèdent également. Donc, nous ne pouvons pas envisager, bien que nous n'ayons pas pu organiser les élections locales et régionales, nous ne pouvons pas envisager de dissoudre tous les conseils et mettre des délégations spéciales en lieu et place. Nous avons adopté une loi qui dispose qu'ils seront renouvelés, les conseils seront renouvelés tous les 6 mois, sans que le cumul de renouvellement ne puisse excéder un mandat de 5 ans. C'est pourquoi nous envisageons les élections locales pour le début de l'année 2020. Et donc d'ici là, nous continuons à faire le travail que nous avons entrepris depuis que je suis ministre et depuis que nous avons pris cette décision de proroger les mandats. Je dis que ce n'est pas un blanc-seing que nous allons donner aux maires pour se comporter justement, monsieur le ministre d'État, quelle est la situation des maires limogés? Nous avons limogé 15 maires. 5 parmi eux sont déjà en prison, 1 est en cavale. Les autres sont dans des procédures lorsqu'il le faut, lorsque c'est nécessaire, parce que une sanction administrative n'emporte pas forcément une sanction pénale. Pour certains, ça peut être le cas, pour d'autres, ça ne le serait pas forcément. Et les inspections se poursuivent. Nous avons dissous 7 conseils municipaux parce que tout simplement il y a un dysfonctionnement tel que ce n'est pas possible qu'il continue à exister. Il y a une impasse institutionnelle dans laquelle se trouvent ces conseils. Il y a des conseils où c'est surtout le maire qui est coupable et c'est ça qui explique que nous le limogions. Et il y a des conseils où les fautes du maire sont tellement évidentes que la dimension pénale a été vite mise en exergue et elle a permis justement les poursuites. Et j'avais fait la promesse que nous continuerons à faire les inspections. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et ça a un caractère très pédagogique. Nous sommes en train de comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés les conseils dans leur fonctionnement. Il y a beaucoup de faiblesses, en effet. Faiblesses principalement dues à la mauvaise qualité, à la mauvaise formation du personnel, à l'impréparation du personnel. Au niveau de la Direction générale de la décentralisation et de collectivités territoriales, nous sommes en train de concevoir une loi qui va nous permettre de disposer d'un personnel compétent, surtout au niveau des receveurs municipaux. Il y a une grande confusion dans les règles de fonctionnement des conseils, des mairies par conséquent, et nous avons besoin d'un personnel à côté des maires. Les maires n'ont pas forcément une formation qui leur permette d'appréhender les problèmes administratifs, les problèmes financiers, les problèmes techniques du fonctionnement des conseils. Si déjà ils ont cette lacune et si par ailleurs ils ne sont pas vigilants ou qu'ils sont malveillants, ils commettent des fautes, soit de propos délibérés, soit sans le vouloir, et qui les conduisent aux situations auxquelles nous avons fait allusion tout à l'heure. Alors, il nous faut former les receveurs municipaux. Il y a une réglementation qui n'est pas bien mise en œuvre parce qu'elle n'est pas opérationnelle. Nous allons certainement, avec le nouveau statut du personnel de collectivité territoriale, créer un corps de receveurs municipaux avec un profil dans la formation que nous allons justement pouvoir réaliser et mettre à la disposition des mairies un personnel qualifié,
compétent, apte à faire le travail et qui va soutenir les efforts des maires, qui va leur expliquer les choses et nous pensons de la sorte garantir les conditions d'un bon fonctionnement de nos conseils. Donc nous allons mettre à profit ces années de report, ces années de reconduction des conseils existants pour que nous disposions d'un personnel qui va être très utile lorsque nous ferions les élections d'ici 1 à 2 années. Monsieur le ministre d'État, nous sommes à notre dernière question. Alors, à quel niveau se trouve le processus de transfert des compétences aux entités décentralisées récemment décidé par le gouvernement? Nous avons pris cette mesure. Elle concerne, comme vous le savez, 4 ministères, 4 domaines. Le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de l'hydraulique et le domaine de l'environnement. Nous allons mettre en œuvre ce transfert de ressources et de compétences de façon progressive. C'est ainsi que dans le domaine de l'éducation, tout ce qui est construction, tout ce qui est entretien, tout ce qui est gestion des classes de la maternelle, le préscolaire, le primaire, l'enseignement technique sous certains rapports, l'enseignement non formel, l'alphabétisation, tout ce qui est donc construction, entretien et gestion des infrastructures, c'est-à-dire des classes en l'occurrence et des administrations, va relever des maires. Tout ce qui est gestion, les crédits peuvent être alloués pour partie à partir du budget national, mais la construction, la gestion et l'entretien va relever de la compétence de maire. C'est pareil pour les cases de santé et les CSI, pour ce qui concerne le domaine de la santé. C'est pareil pour les ouvrages hydrauliques également. Tout ce qui est basique. Et sur ce plan-là, de la construction, de l'entretien et de la gestion, va relever des compétences de maire. C'est pareil pour les personnels qui vont leur être affectés. Le ministre de l'Éducation nationale, à une réunion il y a 2 jours de cela, nous a expliqué les mécanismes qui vont être mis en œuvre pour que, à partir de la rentrée prochaine, tous les contractuels relèvent des mairies. Le ministère va donner la liste des personnes aptes à enseigner et la carte scolaire va être l'affaire des maires. C'est eux, du fait de leur proximité avec les populations, qui peuvent savoir où a-t-on besoin d'une classe, où a-t-on besoin de 2 classes, de 3 classes, et ainsi de suite. Et ce sera à eux de définir les lieux d'implantation des écoles et ce sera à eux de les gérer. Le personnel, les émoluments, c'est-à-dire en l'occurrence les allocations, les salaires, etc., viendront de l'État, viendront du budget national, mais la gestion, elle, le paiement de contractuels va être fait par les maires, parce que c'est eux qui maîtrisent la carte, c'est eux qui savent où sont les maires, c'est eux où sont les enseignants, c'est eux qui ont recruté tel et tel enseignant sur la liste qui leur aura été donnée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc dans tous ces domaines de base-là, voilà comment les choses vont se passer, et ce, immédiatement pour l'école dès la rentrée prochaine, pour la santé de façon progressive à partir d'un processus qui a peut-être commencé ou qui va l'être incessamment. C'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de ce grand dossier qui recevait aujourd'hui le ministre d'État, M. Mohamed Bazoum. Monsieur le ministre d'État, merci pour ces éclaircissements et rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de Grand Dossier. Grand Dossier. Grand Dossier. Un entretien au cœur de l'actualité nationale. Grand Dossier. Grand Dossier.